conflit armé en République démocratique du Congo, même ailleurs, à travers le monde. Comment mettre à contribution le front médiatique? Première thématique. Deuxième thématique, peine de mort. À qui est-ce qu'on peut l'appliquer et quand est-ce qu'il faut l'appliquer? Et qui sont ceux que vous souhaitez également être tués, bon, disons, je veux dire, aussi condamnés à la peine de mort? Voilà, on va réfléchir d'abord sur l'état actuel du code pénal et même on va essayer de projeter pour justement le redressement de la nation. Mesdames et messieurs, j'ai 4 invités sur ce plateau, je vais les présenter incessamment, mais je m'en vais lire d'abord les questions d'actualité avant de les présenter. On va d'abord prendre cette réaction de Constant Moutamba qui fait couler encre et salive. Il a fait un tweet ou une publication sur le compte X, il dit ceci: bravo à nos FARDC et Ouazalendo pour la reprise des Massissi. L'ennemi est en débandade. Tout acteur politique de la société civile, journaliste religieux qui relayera les activités de l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 subira désormais la rigueur de la loi, en parenthèse, peine de mort. Notre intégrité territoriale ne se marchande pas. Voilà la réaction de Constant Moutamba. Autre actualité, face aux dirigeants barbares, les peuples n'ont pas un enfant qu'un pouvoir doit bercer d'illusions. On lui promet des cadeaux de Père Noël. Le peuple est composé de savoir, est obsédé de savoir avec le plus d'exactitude possible la situation du pays, autant au front que dans les caisses de l'État. Ça, c'est Hervé Diakessé qui a écrit comme ça. Le chef de l'État a présidé le mercredi dernier à la Cité de l'Union africaine une réunion du Conseil supérieur de la défense élargie où la situation opérationnelle dans tout le pays et particulièrement dans l'Est a été analysée. Voici ce qui ressort de ce Conseil supérieur de la défense. Premièrement, le gouvernement note l'isolement ou l'isolation du Rwanda. Les aspects juridiques et judiciaires doivent se poursuivre à l'encontre des comportements, des attitudes qui sont suspects, qui ne sont pas de nature à renforcer l'unité nationale ou à l'union derrière les FARDC au sujet des informations propagandistes quant à l'armée congolaise relayée dans certains médias qui travailleraient dans le sens d'accompagner l'œuvre terroriste qui s'est faite en RDC pour l'impératif de la paix. Malgré leur tentative acharnée de saper la souveraineté congolaise, la RDF et l'M23 subissent des lourdes pertes, tandis que les FARDC reprennent les positions stratégiques et capturent des ressources essentielles. Dans le même ordre d'idée, le chef de l'État rwandais, Paul Kagame, était devant la presse le jeudi 9 janvier. Voici l'essentiel donc de sa communication au sujet du processus de Luanda. Il dit ce qui suit, je cite: « J'avais accepté d'aller jusqu'au bout, mais à la dernière minute, j'ai changé d'avis car je ne voyais pas ce qui m'y amènerait. Honnêtement, ils ont permis à l'Ouganda d'envoyer ses troupes pour combattre l'ADF. Ils ont permis au Burundi d'entrer discrètement en RDC pour combattre des groupes armés qu'ils visaient. Mais lorsqu'il s'est agi du Rwanda, ils ont refusé. » Ça, c'est justement Paul Kagame. Il y a aussi cette information, le CESAC a écrit à France Média Monde et à RFI et tous les médias internationaux sur le comportement, je veux dire, la publication d'informations non équilibrées, c'est-à-dire qui fait état de l'avancée des supposées avancées des M23 sans pour autant prendre en compte les prouesses des FARDC. Pour le gouvernement congolais, cette manière de communiquer est déséquilibrée et ne répond pas du tout à la déontologie journalistique. On apprend également que Al Jazeera a été fermé en République démocratique du Congo pour avoir diffusé une interview avec Sultani Makenga. Merci beaucoup de nous faire confiance, mesdames et messieurs. Comme je le disais d'entrée de jeu, 4 invités sur ce plateau. Et je vais tous les présenter, mais par ordre d'arrivée. Je commence par monsieur Eric Izami. Monsieur Eric Izami, journaliste et analyste des questions d'actualité. Monsieur Eric Izami, merci beaucoup de nous honorer encore une fois ce vendredi 10 janvier.
Merci cher Dan Zinc. Merci aux téléspectateurs. Meilleurs vœux de santé, de sécurité, de paix, pourquoi pas de progrès. Et merci pour l'invitation. J'espère qu'on passera un bon moment, un moment de partage républicain pour porter un petit quelque chose pour éclairer notre société afin que nous avancions d'un pas chaque jour que Dieu fait. Et voilà. Merci bien, Monsieur Eric Izami. Monsieur Jeannot Manyanga, bonjour également, meilleurs vœux. Vous êtes président de la Ligue des jeunes du MSR, Mouvement social pour le renouveau, un parti politique du Front commun pour le Congo. Merci beaucoup de nous honorer également pour votre présence ce vendredi. Merci Dan, bonjour, meilleurs vœux. D'abord, depuis que l'année a commencé, je pense que c'est la première fois c'est la première fois de prester depuis le congé que nous avons eu depuis l'année passée. Ouais. Meilleurs vœux et bonne année également en 2025 et que je souhaite à nos amis avec qui nous partageons ce plateau. Ouais. Je pense qu'ensemble avec nos compatriotes qui sont avec nous, je pense que nous allons très bien cogiter sur la question d'actualité. Sur l'actualité. Et je salue également nos compatriotes, nos frères qui sont en train de souffrir à l'Est, à Massissi précisément, où vous avez constaté pendant un temps qu'il y a eu des atrocités qui se déroulaient. Nous les souhaitons également à bonne année et c'est pas facile, hein? Nous sommes ici à Kinshasa dans des plateaux climatisés, mais nous avons des frères qui sont en train de souffrir. Bonne année à eux, bonne année à nos autorités, bonne année à toutes les personnes qui nous suivent à ce moment. Merci. Merci bien, M. Jeannot Mananga. Maître Samuel Nkonku, avocat au barreau de Lubumbashi, merci beaucoup également de prendre part à cette émission. C'est une première pour l'année 2025, voilà. Exactement. Merci de nous honorer également par votre... Merci beaucoup, M. Dan, d'avoir songé à cette venue. Je vais aussi profiter pour l'occasion de pouvoir présenter mes vœux à tous les compatriotes et je vais adresser les mêmes vœux aussi aux co-débatteurs avec qui nous allons échanger tantôt. Merci. Merci bien, merci beaucoup. Monsieur Léry Massimo, bonjour également. Et bonne année, meilleurs vœux, bienvenue à Congo Buzz Programme Tribune 2025. Oui, merci beaucoup, cher Dan. Merci pour cette invitation. La toute première pour l'année 2025, je crois. Je crois qu'on va m'y acheminer cette année. Je salue Maître Samuel, je salue M. Jeannot et mon frère Eric. Merci Eric. Wanzali. Oui, oui. De très longue date. De très longue date. Nous avons eu l'habitude de partager le plateau. Je salue aussi l'équipe technique, pourquoi pas l'initiateur de cette chaîne. Là où il est, je lui souhaite meilleurs vœux et bonne année. Meilleurs vœux donc au président Christian Bossembe, promoteur de Congo Buzz Télévision et président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Merci. Alors, on va rapidement prendre la première thématique, je le dis d'entrée de jeu. Conflit armé en RDC, quid des fonds médiatiques, je veux dire. Du fonds médiatique. Comment mettre à contribution le fonds médiatique dans ce conflit armé? Parce qu'on se bat sur tous les fronts. Là, nous sommes sur le front médiatique. Comment l'utiliser? Mais d'abord, M. Eric Izami, je commence avec vous. Comment vous réagissez par rapport à ce message ou ce courrier que le CESAC a adressé à France Média Monde pour demander que ce média soit beaucoup plus équilibré dans son traitement d'informations. Il y a également Al Jazeera dont le signal a été retiré. Comment vous réagissez par rapport à tout ça? Il y a ces menaces aussi des fermetures pour ces médias internationaux. Comment vous commentez cette actualité? Alors, je trouve que c'est responsable. Moi, je vais devoir planter le décor parce qu'en réalité, chez nous, je ne dis pas que tout est rose, mais seulement nous avons une réalité du pluralisme de médias, ce qui n'est pas le cas pour l'agresseur rwandais. Le Rwanda, qui nous agresse, ne vit pas dans une sphère où il y a pluralisme de pensée, des médias, etc. Non, chez eux, j'apprends même que l'on interdit de faire le deuil, même si vous savez que votre fils soldat s'en est allé dans l'au-delà parce qu'il est allé combattre au Congo, vous ne faites pas le deuil. On ne peut pas venir chez moi
et parler du mal de moi en étant sous mon toit et impunément. Je ne vois pas la France tolérer cela. Lorsqu'il y a eu cette histoire des frères Kouachi à Paris, pour Charlie Hebdo, si je ne m'abuse, la France n'avait pas demandé conseil à X ou Y. La France avait agi en tant qu'un État responsable pour couper court à cette folie. Et je pense que c'est aussi le cas. Mais je constate aussi, en même moment, que Colette Brackman, qui est une Belge, une journaliste, ne dit pas faux. Elle dit ceci, voici la phrase de Colette Brackman. Le Congo n'a d'amis que lui-même. Ça veut dire, je suis en train de constater que le monde entier a décidé de rester à fond quand il s'agit d'un malheur qui frappe le Congo. Monsieur Rikizami, je ne vous arrête pas. Mais à quelle limite placez-vous la vérité de l'information et l'équilibre dans le traitement de l'information? Mais aujourd'hui, là, c'est difficile de répondre à votre question. Pourquoi? L'Union européenne a décidé de ne pas tolérer que le média russe arrose l'espace Schengen, par exemple. Mais ils sont dans leurs droits. Il s'agit de leur sécurité, il s'agit de leur vie, tout ça, ils rejettent ça comme ils entendent. Pareil avec nous. Si nous sommes vraiment un État admis au niveau des Nations Unies, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va nous jeter de pierre si nous on prend l'option de pouvoir dire voici, voici, voici. Quand nous on fait des avancées, vous n'en parlez pas. Mais quand on nous fait des incursions, vous encensez cette affaire. Un peu comme si c'était une fourmi, mais vous mettez des trucs pour faire grossir, faire croire que c'est le bœuf ou les éléphants. C'est vraiment le cas. Parce que le territoire de Massissi est vaste. Au nord Kivu, il n'y a pas que Massissi. Il y a Lubero, Massissi, Walikale, XY. Mais on a fait de Massissi centre comme si c'était tout l'ensemble de la province. On a amplifié, on a hyperbolisé les choses. Chef-lieu de Massissi. Non, non. C'est Massissi centre. Je veux bien. Même si on prenait un seul centimètre du territoire congolais, c'est grave pour moi. Mais encenser le terrorisme, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que le narratif est si facile à marteler quand il s'agit d'un malheur qui atteint le Congo? Vous voyez, c'est un peu comme ça. Pour moi, c'est ça qui est vraiment dans son rôle, que de dire, voici, vous devez vous comporter en responsable et en professionnel. Vous ne devez pas être là pour faire l'apologie d'un camp au détriment d'un autre. Ça ne va pas. Et maintenant, comment mettre en contribution justement le fonds médiatique? Justement. Bonne question, cher frère Dan. Vous savez, tout part de l'éducation et ça commence à la maison. Papa, maman et les enfants. Nous devons apprendre que cette terre qu'est la République démocratique du Congo, c'est notre terre-mère. Elle nous a tous vus naître et grandir. Nous n'avons que ça comme pays. Et lorsque la maman est attaquée, moi, son fils, je n'ai plus besoin de vouloir savoir si la maman avait commis X ou Y forfait pour être attaquée. Non, j'ai défendu ma mère. C'est comme ça que je réagis. Parce qu'avant d'être journaliste, vous m'avez fait venir ici en tant que journaliste. Mais avant de l'être, je suis d'abord congolais. D'abord, locution adverbiale marquant la priorité. C'est-à-dire, le fond médiatique dont il est question ici, ne relayons pas tout ce qui met en mal la famille. Je prends un exemple illustratif. Moi, j'ai participé, s'il te plaît, j'ai participé aux obsèques et à l'enterrement de 35 victimes de la bombe qui était tombée à Mugunga au nord Kivu. J'étais là. Oui. Mais voici ce que j'ai vu dans les réseaux sociaux ici à Kinshasa, là où moi je suis né et là où j'ai grandi. J'ai circulé à travers le pays ici. J'ai vu les images de gangsters urbains que l'on appelle Kuluna, comme si ces gangsters avaient été tués et voici leur cercueil. Pourquoi ce mélange-là? On ne mélange pas chou et caoutchouc. On fait croire que l'on a bien fait que de montrer qu'on est en train de tuer les Kuluna, alors que jusque-là, on n'a pas encore tué un seul Kuluna. Mais ça, c'est détruire justement l'image du pays pendant que tous les autres pays, aussi membres des Nations Unies, ont un peu décidé de ne jamais parler du bien du Congo. Ils restent à faune chacun. Mais je reviens encore avec la phrase de Brackman. Nous n'avons d'amis que nous-mêmes. Donc prenons conscience. Le fonds médiatique ici voudrait à ce que moi, Congolais, que je ne relaye pas le message distillé par l'ennemi. Que je sois responsable dans ce que je suis en train de propager comme message. Et moi, à la maison, j'apprends à mes enfants à non seulement aimer la terre-mère, le Congo, mais à s'accepter, parce que aimer, ça sera peut-être trop demandé, apprendre à nos enfants de s'accepter entre eux, et puis évoluer pour que nous sachions, tant soit peu, défendre cette terre. Parce que c'est notre devoir. Et notre peuple le ferait, je ne le blâmerai pas.
Voilà. Al Jazeera qui a même fait cette Tu ne peux pas venir chez nous pour nous insulter, Al Jazeera. Avec Sultani Makenga, ils sont allés dans les montagnes. Pour accorder à un terroriste la parole. On ne peut pas se mettre au même pied d'égalité. Et ils nous terrorisent. Ils tuent, ils pillent, ils violent. Merci. Ah, mais impunément, ça ne va pas. Merci Je suis bien d'accord avec ce que fait le gouvernement et j'appuie. Merci bien. Alors, merci beaucoup. Monsieur Jeannot Manyanga, comment vous réagissez par rapport à cette décision du gouvernement de retirer le signal et de mettre en garde tous ces médias internationaux qui, d'après le gouvernement, est en train d'encenser les soi-disant exploits militaires de RDF et M23? Merci beaucoup, c'est une belle question. Alors, Président, il faut retenir une chose. C'est une belle décision du point de vue interne, parce que c'est un État qui cherche à s'affirmer. Lorsqu'un État cherche à s'affirmer, il y a des secteurs qu'il contrôle. Entre autres, la question de la communication relève aussi de la souveraineté interne de notre État. Mais la question est celle de savoir comment les médias au niveau interne sont gérés au niveau externe ou au niveau international. Vous êtes communicologue, ou je pense que vous êtes sans ignorer que c'est la France aujourd'hui qui gère la communication mondiale. D'après la guerre des étoiles, c'est la France, c'est l'Europe qui a gagné, qui gère les monopoles de la communication dans le monde. Aujourd'hui, les chaînes que nous avons aujourd'hui, la prolifération des chaînes que nous avons aujourd'hui, ils émettent conformément aux caprices et aux dictats de la communauté internationale, précisément la France, qui vous donne des programmes, qui définit qu'est-ce que vous allez émettre, qu'est-ce que vous n'allez pas émettre. Ça, c'est un point. Deuxième point, lorsque vous sanctionnez, par exemple, France 24, les chaînes que vous avez citées, qui est une bonne chose pour la question interne, mais d'une part, ça relève de la faiblesse diplomatique. On ne devrait pas réagir comme ça en tant qu'État. Il faudrait chercher d'autres canaux de communication avec ces chaînes-là. Voyez-vous? Comment? Nous dépendons, dans la manière de publier, dans la fixation du programme des chaînes ici au niveau interne, mais en même temps, vous entrez dans un front avec ces chaînes-là, oui. Voyez-vous? À mon sens, je pense, c'est bien. Le Congo cherche à s'affirmer. À l'externe, nous avons affiché des faiblesses diplomatiques, il fallait utiliser d'autres moyens. Comment on peut, notre diplomatie... C'est quoi le lien entre la diplomatie et les liens diplomatiques, je voulais juste établir ces liens-là, comme je l'ai dit dans mon prélude. Notre communication, la communication des pays du tiers-monde dépendent de la communauté internationale, particulièrement la France, qui gère les communications du pays du tiers-monde. C'est à vérifier. Et oui, allez vérifier, vous allez voir que lorsque vous ouvrez votre chaîne de télévision, XY, on vous dit que non, bon voilà les programmes, il faut le soumettre à X, Y, la base de données est centrée dans tel pays, voyez-vous, et du coup, vous êtes géré systématiquement. Maintenant, nous sommes dans une guerre asymétrique, là où nous avons qu'il y a plusieurs intervenants qui entrent dans cette guerre. Pendant la guerre, il y a plusieurs moyens de communiquer. Voyez-vous? Vous communiquez selon vos stratégies militaires, n'est-ce pas? Ceux qui jouent au jeu de l'intérêt des ennemis cherchent à communiquer à leur manière. Je vous donne un exemple concret. Vous savez qu'aujourd'hui, ça devient difficile à Kinshasa de pouvoir s'informer réellement de ce qui se passe dans l'est de notre pays. Vous allez constater que le gouvernement central communique autre chose, les réseaux sociaux, la presse internationale nous communiquent autre chose.
vous êtes sans ignorer, ça ce n'est pas à ignorer aussi, un représentant, un journaliste de France 24 accrédité au Congo, ne pensez pas qu'il va faire un travail du Congo, il va faire le travail de France 24, RFI, Al Jazeera. Ça, ce n'est pas à ignorer. Donc, nous qui sommes ici à Kinshasa, d'une part, nous recevons des informations qui ne cadrent pas avec ceux qui sont émis dans nos chaînes locaux. En diplomatie, il n'y a pas ça. Non, non, en diplomatie, c'est ce que j'ai dit. Dans les cas d'un conflit, il faut faire entendre tous les parties. C'est ce que j'ai dit. Ça échappe à beaucoup d'autorités, surtout pendant ces temps ici. Il y a l'aspect politique et l'aspect structurel, c'est le temps, sur le terrain. Par exemple, sur le terrain, en diplomatie, on vous dit, il y a le principe que nous appelons la stratification et le statut réel de chaque puissance. Vous n'allez pas me dire que France 24 égale à Congo Base du point de vue statut réel en matière de mobilisation, en matière de communication, en matière de structuration. Vous émettez, vous communiquez, mais vous ne communiquez pas de la même manière avec France 24, RFI, Al Jazeera. Ça, c'est l'aspect diplomatique. Lorsque nous arrivons du point de vue structurel, vous allez trouver une chaîne de télévision locale qui vous dit, bon, ça va, j'ai mon autorisation de diffuser, je suis en train aussi de communiquer. Merci. Vous allez par après, mais les réalités sur le terrain n'est pas les mêmes en matière de production et des résultats. C'est ainsi que vous verrez qu'il y a certaines personnes qui préfèrent écouter France 24, RFI, ainsi de suite, au lieu d'écouter Congo Base et RTNC. Merci beaucoup, M. Jeannot Manyanga. Il faut vraiment reconnaître que les médias internationaux sont vraiment des grands leviers diplomatiques pour ces États-là, parce qu'ils déploient beaucoup de moyens pour faire entendre leur voix, mais ce qui n'est pas aussi le cas pour notre pays et la République démocratique. Nous vivons une faiblesse terrible. Tout à fait. Quand on compare les moyens qui sont mis à contribution pour le fonctionnement de notre RTNC, je crois que le gouvernement devra aussi corriger, outiller ces médias pour faire entendre la voix de la République démocratique du Congo, parce qu'à défaut de cette information, les gens risquent de recourir à toute source d'information pour être informés, parce que le silence ou le manque d'information crée l'insécurité. On a tous besoin d'être informés. Alors, Maître Samuel Nkongo, je vous pose la question également. Vous avez réagi comment quand vous avez appris cette décision du gouvernement de mettre en garde ces médias et puis de suspendre carrément un média international? Je crois que ma première position était de pouvoir appuyer d'abord la mesure qui a été prise par la personne qui gère cette structure dite C5. Il y a une chose que vous venez de dire tantôt, que c'est vrai que les chaînes internationales sont des grands leviers médiatiques. C'est vrai que ce sont de grandes industries médiatiques. Mais est-ce pour autant que nous devons laisser le pays recevoir tout ce qui vient de l'extérieur? Moi, je crois qu'il ne faudrait pas aller dans cette logique-là. Il serait important, comme on le fait aussi pour les douanes, lorsque nous voulons consommer ce qui vient de l'extérieur, il y a les services de douane au niveau des frontières. Nous aussi, au niveau interne, devons faire attention à la question d'information. Parce qu'il y a des informations qui peuvent désorienter, il y a des informations qui peuvent intoxiquer, et aussi on peut désinformer les gens. Voilà pourquoi l'autorité publique, lorsqu'il intervient, il intervient dans le but de pouvoir sécuriser d'abord non seulement l'information, mais aussi la politique nationale qui est celle de pouvoir accompagner notre gouvernement et notre armée dans les efforts qui sont mis en place de manière à pouvoir anéantir tout ce que nous connaissons à l'est du pays. Ouais. Mais ça, c'est une chose. Mais la deuxième chose, c'est laquelle? Est-ce que doit-on nous limiter à nous plaindre? Devons-nous continuer toujours à nous plaindre? Non. Pourquoi est-ce que les gens se limitent à pouvoir avoir plus d'attention sur ces médias internationaux? C'est par rapport à ce que nous offrons aussi au niveau interne. Qu'est-ce que nous offrons au niveau interne? Quel est le niveau de nos médias au niveau interne? C'est là que j'interpellerai personnellement les responsables des médias de pouvoir un peu s'associer un peu avec le pouvoir public en vue de pouvoir insérer petit à petit un peu une dose de professionnalisme dans ce qu'ils font. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des médias qui sont indexés. Vous avez des personnes qui se donnent plus la peine de pouvoir suivre nos médias nationaux, que ce soit la RTNC, que les médias privés. Pourquoi? Parce que chaque média a une casquette. C'est ce que vous appelez peut-être chez vous la ligne médiatique.
chaque média a une casquette. Chaque, éditoriale. voilà, ligne éditoriale, tu m'excuseras, je ne suis pas communicologue. Allez-y. Chaque média a une ligne éditoriale qu'il suit, qui fait à ce qu'à un moment donné, il perd une certaine neutralité, il perd une certaine indépendance. Et la conséquence, c'est laquelle? C'est que les gens préfèrent écouter les médias internationaux, les médias périphériques, plutôt que de pouvoir s'informer au niveau interne. Mais qu'est-ce qu'on fait quand il y a vide d'informations, quand le peuple n'est pas informé? On fait comment? C'est là que j'ai dit tantôt qu'il est important que nos médias puissent réellement essayer de pouvoir ajouter une dose de professionnalisme dans ce qu'ils font. Ça veut dire quoi? Qu'il y ait plus de neutralité, plus d'indépendance dans la façon de pouvoir communiquer. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a des informations qui échappent peut-être au niveau interne. Pour pouvoir avoir ces informations, on a besoin de basculer sur les chaînes internationales. Alors, les chaînes internationales nous communiquent quoi? Les chaînes internationales nous communiquent la politique qu'ils ont dictée là chez eux. Ils nous communiquent ce qu'ils reçoivent chez eux, à des moments donnés qui est en porte-à-faux avec nos réalités en interne. Voilà pourquoi il serait important, à deux niveaux. Le premier niveau, c'est lequel? Au niveau interne, d'y ajouter un peu un certain professionnalisme. Mais au niveau international, qui est, moi je crois, des échanges ou un cahier des charges qui peut être signé entre les médias internationaux et au niveau local, de manière à pouvoir qu'il y ait une certaine réciprocité. Est-ce que vous savez que le professionnalisme est très coûteux? Le professionnalisme coûte très cher. Et l'information aussi. Avoir la bonne information, il faut débourser beaucoup de moyens, beaucoup de moyens humains, matériels. Au niveau interne, quand nous voyons les fonctionnements de nos médias, est-ce que vous avez l'impression que ces médias ne diffusent pas des bonnes informations, ne sont pas à point, ne peuvent pas concurrencer ces médias internationaux? Du fait de qui? D'eux-mêmes ou du fait du manque de moyens? La question, je crois que la réponse est claire, c'est du fait du manque de moyens. Vous avez tenu récemment, je crois, la presse a tenu ses états généraux. Je crois à l'issue de ces états généraux, vous aviez relevé toutes ces questions. Mais comment faire pour concurrencer toutes ces chaînes internationales? Vous avez besoin de subventions, vous avez besoin que le pouvoir public vous accompagne. Mais lorsque le pouvoir public vous accompagnera, il y a une chose que nous craignons aussi. Okay. Est-ce que vous allez garder votre neutralité? C'est ça la difficulté. Qu'est-ce qui prouve qu'on ne peut pas garder? C'est quoi la tentation? Vous pensez que les médias internationaux sont neutres? Non, bon, cette neutralité reste relative. Hein, elle n'est pas absolue. Ouais. Elle reste relative, mais nous avons des difficultés en interne que nous essayons de problématiser ici en vue de pouvoir obtenir des solutions. Disons que nos chaînes au niveau interne ne sont pas en mesure de pouvoir concurrencer les chaînes internationales. Mais pourquoi? C'est parce qu'à un moment donné, c'est sur base aussi de la qualité de l'information qu'elles nous donnent. Aujourd'hui, qui est ce Congolais qui va dire qu'il est plus informé au niveau interne qu'au niveau international? Personne. Voilà pourquoi il est important que l'information soit sécurisée au niveau local, ça c'est une chose. C'est ça même les attributions du pouvoir public, de manière à pouvoir vérifier ce que nous consommons. C'est pas à long terme ça, c'est aussi à long terme peut-être. Comment ça? Je crois qu'il y a un cahier des charges qui est souvent signé entre les médias qui émettent au niveau international avant d'émettre chez nous. Je crois qu'ils signent un cahier des charges avec le pouvoir public. Ils ne peuvent pas émettre tout ce qu'ils veulent. Non, je parle des médias nationaux. Je parle des médias nationaux. Bon, au niveau national, je crois que vous avez besoin à un moment donné, soit vous existez en tant que média autonome et indépendant, avec vos moyens, je crois que vous avez des moyens d'autofinancement, qui sont, je crois que vos annonces publicitaires et tout ce qui va avec, vous avez des moyens de pouvoir vous autofinancer. Mais au cas contraire, il y a aussi moyen de pouvoir aussi solliciter une subvention publique en vue de pouvoir garder le professionnalisme. Sinon, ça sera quoi le résultat? Les gens seront là à vouloir suivre toujours les médias internationaux. Et aujourd'hui, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux, il ne faut pas aussi oublier ça. La difficulté aussi aujourd'hui, c'est que vous avez la vitesse de l'information. Lorsque tu vas attendre l'information que tu pourras recevoir le soir à 20h au JP des informations, cette information, tu l'as déjà reçue à 16h sur les réseaux sociaux. Les habitudes ont peut-être totalement changé. Hein. Ouais. Voilà pourquoi aussi je crois qu'il faudra aussi s'adapter, se mettre à jour, voir un peu dans quelle mesure il faudrait aussi garder un certain professionnalisme pour pouvoir mieux communiquer afin de pouvoir donner toujours la meilleure information aux nations. Merci beaucoup. Mais c'est Daniel, une chose aussi. Vous savez, ce n'est pas à ignorer, nous sommes en plein 21e siècle, à l'ère de la mondialisation. Parmi les éléments majeurs de la mondialisation aujourd'hui, c'est la technologie de communication et de l'information qui est l'élément moteur de la mondialisation. Il y a des principes qui disent, lorsque vous entrez dans la mondialisation, la tête baissée, vous allez subir, n'est-ce pas, des effets de la mondialisation. On doit s'adapter. Nous, c'est une réalité qui est
c'est une réalité pour le cas du Congo, pour le cas des pays du tiers-monde aujourd'hui. Nous n'arrivons pas à nous adapter aux réalités, aux exigences de la mondialisation aujourd'hui. Vous avez posé la question au maître, qu'est-ce qu'il faut faire pour se maintenir dans le voie de la communication. C'est très difficile aujourd'hui parce que nos médias ne sont plus compétitifs au niveau international. National. Du coup, l'aspect, les territoires sont pris en charge par plusieurs sources de communication que nous avons aujourd'hui, que l'État n'arrive plus à les contrôler. Merci beaucoup, M. Jeannot Manianga. Les technologies de l'information et de la communication, il faut qu'on s'adapte aussi, hein, sinon on reste en retard. Et quand l'écart se creuse, on risque difficile à rattraper. L'information, on l'a dit, maître Samuel Nkunku, est devenue très très rapide. C'est-à-dire les réseaux sociaux aujourd'hui, il faudra que les États s'adaptent sur l'évolution de ces médias sociaux. Parce qu'aujourd'hui, on coupe les signaux de Al Jazeera au niveau des bouquets, mais Al Jazeera continue de mettre sur YouTube, sur X. Les Congolais peuvent suivre Al Jazeera. Tout ce qui se passe sur YouTube, sur X, sur Facebook, Instagram, ainsi de suite. Donc le combat est beaucoup plus complexe, M. Érimassimo. Quel est votre avis par rapport à ce front médiatique? Moi, je me félicite que cette décision soit prise. Parce que quand j'avais lu cet article de l'interview de Madame Bojana Koulibaly et de son associé Teddy Nazina, c'était très choquant. Voir une journaliste. Elle n'est même pas journaliste. Des surcroît professeurs enquêteurs. Hein? Bojana n'est pas journaliste. Oui. De formation. Oui. Elle est fichée pro-rwandais, donc... elle est professeure, un truc comme ça, chercheuse. Elle fait des problèmes, tout ça. Oui. Et tant que chercheur, elle peut diffuser ses interviews. C'est une interview qu'elle avait faite avec Soutani Makenga, en tant que chercheuse. D'accord? Et en tant qu'auteur aussi, elle peut diffuser ces informations ou ces interviews dont elle détient. D'accord? En collaboration avec M. Teddy Mazima. Okay. Qui du reste, c'est un Burundais qui s'est réfugié au Rwanda, a pris son exil là-bas. En profondeur, ce sont des gens qui sont vraiment au fond de lobby rwandais. Hein? J'essaie de mener des enquêtes par rapport à ça. Madame Bojana, elle fait partie des gens qui ont écrit l'impossible, quoi, le Rwanda, pays de l'impossible. Vous voyez? Donc, il participe aussi dans le lobby, par exemple, dans le procès Onana. Elle a été parmi les... Elle a été parmi... sa structure était parmi les structures qui avaient accompagné les plaignants. Les plaignants. Voilà. Donc, il faut comprendre dans quel jet on était, en fait. Je m'étais félicité parce que la semaine passée, moi, j'avais fait une émission où j'avais appelé notre gouvernement à prendre ses responsabilités. Nous avions interpellé le ministère Mouyaya et toutes les structures de pouvoir prendre les responsabilités, d'arrêter cette hémorragie. Parce qu'on ne peut pas accepter, d'accord, qu'au nom de la mondialisation, laisser la population congolaise consommer n'importe quoi, n'importe comment, et qui vient n'importe où. Comme mon frère Samuel a dit, si on a au niveau des frontières l'OCC pour contrôler ce que nous consommons, et aussi nous devons aussi contrôler ce que nous consommons du point de vue communicationnel. C'est très important. Vous vous informez plus sur les médias sociaux. Aujourd'hui, c'est plus les médias sociaux. Bien évidemment, ce que je plaide aujourd'hui, c'est qu'il ne faudrait pas seulement attendre les actions pour réagir. D'accord? Notre gouvernement devrait agir dans le sens de structurer aussi les médias. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas quels médias traitent quoi. Donc, notre médias sont des médias multimédias, multi-services, en fait. Parce qu'il n'y a pas de thématiques où on sait qu'aujourd'hui, pluraliste, voilà. Oui. On ne sait pas aujourd'hui quels médias traitent quoi. D'accord? Mais au niveau international, il y a des chaînes comme LCI, où l'information en continu, si vous voulez avoir l'information sur telle situation qui se passe dans tel autre coin du pays, ou du monde, par exemple, vous appuyez telle chaîne, vous aurez l'information. Dans moins de 5-10 minutes, vous avez l'information de ce qui se passe dans tel coin. D'accord? Il faudrait aussi nos chaînes puissent être vraiment, avoir des thématiques propres. On sait que 5 chaînes sont vraiment dans une information continue par rapport à la politique, à l'actualité du monde, tout ça. C'est aussi important.
Parce que la plupart des chaînes aujourd'hui ne parlent que politique. Politique au Congo. En RDC. Politique. On ne sait pas quelle chaîne parle, par exemple, de l'entrepreneuriat, de la recherche technologique, de l'invention, de l'éducation. Il n'y a pas de chaînes qui ont vraiment des thématiques propres à elles. On est dans tout le monde fait tout le monde, c'est que tout le monde fait. Et avec les mêmes acteurs. Et bien évidemment, parce qu'on vit de nos antécédents, en fait. C'est aussi, quand on entre dans la théorie des déterminismes, c'est que les antécédents construisent les futurs. D'accord? Si, par exemple, nos chaînes ont des lignes éditoriales, la plupart, pour la majorité, penchées sur le pouvoir, c'est parce qu'à un certain moment donné, Mobutu avait pris en otage ces chaînes-là. Hein? Pas Mobutu pris en otage ces chaînes de manière directe, mais c'était de manière indirecte, en acceptant de subventionner ces chaînes, en acceptant de prendre en charge les détenteurs de ces chaînes-là dans ce voyage à l'étranger et tout ça. À ce moment donné, avec la zéranisation, beaucoup de chaînes avaient changé aussi de nom. C'est aussi l'histoire. De nos médias, avaient changé de nom, on a eu des Lima et tout ça, machin, tout ça. D'accord? Avec la généralisation, et les gens se sont plus attachés sur ce que du côté du pouvoir, du côté de la mouvance, plutôt que du côté de l'opposition, ou d'être vraiment réellement des médias qui ont des chaînes qui traitent la neutralité réelle de l'information. Et jusqu'à ce jour, nous continuons dans cette logique-là. Mais je pense naturellement, nous en tant que Congolais, et nous devons communiquer sur ce qui se passe réellement dans notre pays et mettre des barrières et l'échec à toute information qui vient pour désinformer. J'accuse les attitudes de certains journalistes sur Twitter que je vois souvent, et je ne tais pas les noms, Astani Boudjagera, d'accord? Quand il y a le prouesse de notre armée, elle était capable, soi-disant journaliste de l'information certifiée. Lui, c'est Jeune Afrique. Donc, non, mais elle fait ses tweets, d'accord? Quand notre armée fait des prouesses, elle était capable de pouvoir dire un mot par rapport à cela. Est-ce normal? Il attend, si c'est la certification de quoi, pour pouvoir parler de ça. D'accord. Merci beaucoup. Là, nous l'acquisons. Voilà. Très bien. Il doit être interpellé par rapport à cela. On peut avoir des dents envers X ou Y, mais quand on parle des intérêts communs, nous devons tous baisser nos armes et mettre notre intelligence sur l'intérêt commun. Et l'intérêt commun ici, c'est le Congo. Les journalismes patriotiques, c'est très important. Nous devons tous l'appliquer. Pas seulement le journalisme. Tous nous devons être dans le front médiatique. Excusez-moi de prendre encore la parole pour dire un mot. J'ai évoqué la famille. 2 minutes. Mais il n'y a pas que la famille. Pourquoi est-ce que j'ai évoqué la famille? Parce que c'est là que on nous enseigne les rudiments de la vie positive, des vraies valeurs. Après, la famille, c'est l'école. Après l'école, c'est même les églises, même les partis politiques. Je me pose la question. Comment est-ce que nous utilisons aujourd'hui les nouvelles technologies de l'information et de la communication? Très peu partagent des informations pour construire la nation. Beaucoup de gens découvrent même notre propre géographie. Pourquoi ne pas parler de chez nous pour nous ragaillardir, devenir forts ensemble? Parce que de notre force interne, nous pourrions combattre pour pérenniser nos intérêts et lutter contre l'extérieur qui nous fait des problèmes. Nous avons un plan qui nous permettra d'être au même diapason que ces médias. On ne peut pas se réveiller un matin, voilà, il faut une bonne planification. Est-ce que vous avez l'impression que la RDC... La planification est essentielle. Oui. Mais vous savez, je me pose aussi une question, chers amis. Nous sommes tous ici Congolais. Les Vietnam avaient quels moyens pour lutter contre les Américains qui sont super puissants? Ah ben tu vas faire avec, un peu comme dans la Bible. Moïse, tu as quoi entre les mains? Je n'ai qu'un bâton. Avec ces bâtons-là, il y va avec. Parce que j'ai commencé par la famille, parce que c'est là que nous tirons nos différentes valeurs. Ça va converger. Ici, il s'agit de Barbara, du Kambama Bélé. Exactement. Ne relayez pas n'importe quoi dans les médias sociaux. Parce que ça devient comme une poubelle où on y jette toute la saleté. Non. Recherchons ce qui nous ragaillardit et qui nous fait avancer. Et aussi qui est journaliste en République. Et puis une chose, c'est comme si chez nous on ne voit que ce qui est mal fait. Oui. Parmi nous, je ne me cite pas moi-même, je ne sais pas me juger, si aux autres de me juger. Mais moi je note que dans notre corporation journalistique, il y a de meilleurs, il y a de bons éléments. Oui. Pourquoi? Même parce que ces médias jugés comme étant de mastodontes, tout ça. Ils puisent aussi dans nos talents. Charles Mouillé est chez nous, on a fait tous ici Fatigue ensemble. Bien sûr. Christophe nous savons ce qu'il fait. Est-ce qu'il le fait mal? Oui. Il y a aussi des bons exemples. Mais seulement chez nous, je ne sais pas, sur le plan mental, on a un peu évangélisé une certaine catégorie de notre population qui pense que
ne dit vrai que C'est qu'il vient lorsque de c'est RFI, lorsque c'est France. Merci beaucoup. Alors qu'il y a beaucoup de tard aussi. Voilà. En deux mots, suggestion au gouvernement. En deux mots, suggestion au gouvernement. Faisons-nous Je confiance pense- mutuellement. Oui, nous sommes dans ce front médiatique. Vous savez, tout Congolais a le devoir de pouvoir quand même émettre quelque chose sur c'est ce qui se passe dans son pays. C'est un droit. Oui. C'est un droit garanti. Mais nous devons quand même interpeller la conscience du gouvernement congolais. Parce que nous sommes un État qui a le devoir de pouvoir s'affirmer. Lorsque nous faisons des études comparatives, nous avons cité des chaînes de télévision, nous avons cité des États ici. Il est inconcevable aujourd'hui, avec l'imposition de certaines puissances par leur confirmation sur le cycle international, de pouvoir travailler pour l'intérêt de notre pays. C'est inconcevable. Il n'y a que nous, Congolais, qui pensons que France 24 va travailler pour notre intérêt, ou telle chaîne. Non, on ne pense pas comme ça, on lui demande de dire la vérité. Pourquoi je dis cela? Il y a mon frère qui a parlé, par exemple, le rôle qu'a joué certains journalistes ici, à la personne de Boujakera. Il y a une minute parce qu'on doit... Boujakera vient, il a été recruté par une chaîne internationale. Boujakera va travailler pour cette chaîne-là, parce qu'il est payé pour cette chaîne-là. Pour tuer sa Il ne va maman pas qu'elle est travailler agressée. pour le Congo. Parce que c'est un principe en relations internationales. On dit quoi? Lorsque vous êtes recruté pour une organisation X et Y, quelle que soit votre nationalité, même si vous êtes accrédité dans votre pays, vous n'allez pas travailler. C'est un principe qu'il ne faut pas ignorer. Vous ne travaillez pas pour votre pays. Vous travaillez pour l'organisme qui vous a recruté. Lorsque vous détournez la mission, vous êtes viré ou soit vous êtes chassé, ainsi de suite. C'est Ça ça. ne mourra pas pour autant. C'est ça. Si on le chasse, Non, il le trouvera un problème, c'est autre quoi? employeur parce qu'il a un Le talent. problème, c'est quoi? Merci Le beaucoup. Congo a tout le moyen de Très mieux bien. communiquer à travers Le monde. le monde, D'accord. à part les billets de nos ambassades. Nos ambassades. Parce que la continuité de l'État Mhm. sont représentées dans nos ambassades. D'accord. Veuillez constater seulement les cellules de communication aujourd'hui dans nos ambassades. C'est ce que nous disons, ce que nous constatons aujourd'hui. Dans votre monde, il y a prolifération de journalistes. Quelqu'un qui a fait la médecine, par manque de boulot, parce qu'il a l'éloquence, il trouve des trucs, devient, il se présente journaliste. C'est pas interdit pour un et médecin. il est d'être accrédité, journaliste. il est accrédité. Il peut être formé. Il est accrédité dans une chaîne et Merci beaucoup. sans tenir compte On doit- aussi de la déontologie D'accord. journalistique. Vous en souffrez Maître aujourd'hui, Samuel c'est une Congo. réalité. Maître Samuel Congo, en 2 minutes. Des propositions? Les suggestions, les propositions qui peuvent nous aider de faire front, à tenir tête à tous ces médias. Je prends les propositions, je vais les ressortir dans ce que j'ai dit dans le premier tour de table que j'ai eu à faire. Premièrement, par rapport aux médias internationaux, ce qu'il y a à faire, c'est compte tenu de leur caractère un peu plus immense et influent en matière d'information, il faudra que le pouvoir public puisse réellement puisse tenir compte du cahier des charges qui signe avec tous ces médias internationaux. Mais au niveau interne, il est important aussi que nous soyons en mesure de donner cette image d'un pays qui est en guerre. Ce n'est pas aux gens de commencer à nous rappeler que nous sommes en guerre. Mais à un moment donné, on a l'impression que c'est aux gens de nous rappeler que nous sommes en guerre. La guerre que nous connaissons aujourd'hui, est-ce qu'elle est différente de celle que connaît l'Ukraine, celle que connaît les autres, ou bien c'est la même guerre? Si c'est réellement la même guerre, nous devons aussi communiquer. Un pays en guerre, on n'a pas besoin de le rappeler qu'il est en guerre. Je me souviens dans ce pays du temps de Mosé Kabila, lorsque nous étions en guerre, il suffisait d'ouvrir la télévision pour sentir que nous sommes un pays en guerre. Et cela se faisait sentir. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. On a besoin que les gens sentent que nous sommes en guerre. Qu'est-ce que vous suiviez qui montrait qu'ils sont Ça a duré 30 ans, cher maître. Bon, ça a duré 30 ans, mais est-ce pour autant que nous devons vendre une image qui est carrément différente avec un pays qui est en guerre? Combien de gens sont en mesure de comprendre que nous sommes réellement un pays en guerre? C'est quoi qu'est-ce qu'il faut suivre dans les médias pour savoir qu'on sommes en guerre? Qu'est-ce qu'il faut suivre? Il y a d'abord une mobilisation nationale. Cette mobilisation... Il n'y a pas de mobilisation. Il n'y a pas de mobilisation. C'est une réalité. Il n'y a pas de mobilisation. Vous avez la musique, vous avez le foot, attitudes- vous avez tout le monde sur des terrains de foot, les hommes politiques. Les Quelle est attitudes l'image qu'on donne?
Ce n'est pas une image d'un pays en guerre. Voilà pourquoi j'aimerais interpeller le pouvoir public. Nous devons être en mesure de communiquer, de faire mais il y a plusieurs campagnes qui sont lancées. Bendele Kouyate, pour la patrie. C'est la nature. Quel est l'impact de cette communication? Oui. L'impact, nous donnons l'information, vous intellectuels, amplifiez de là où vous êtes. J'ai parlé de la famille, j'ai parlé de l'école, j'ai parlé de l'église, j'ai parlé. Vous dites que Bendele Kouyate, le soir, on le voit dans un concert de Wenge. Non, on n'en a pas vu comme ça. Aujourd'hui, là. On vous cite ça? Ah ben oui, allez-y. Ça fait 30 ans. Vous voulez qu'on vous cite ça? Oui, allez-y. Je vous donne seulement un exemple. Le président Macron était ici. Après le départ du président Macron, qu'est-ce qu'il a dit? On lui a posé la question dans des chaînes. Non, une minute seulement. Non, une minute. Veuillez m'accorder une minute. Vous allez parler. Une minute, s'il vous plaît. Une minute. Accorde-la-lui. Il a tellement insisté. Accorde-la-lui. C'est ce que Maître Nkonko a dit. Un pays à guerre à des comportements, des attitudes que nous devons voir au niveau interne et au niveau de nos autorités. C'est là que je prends l'exemple du président Macron à Kinshasa. On pose la question au président Macron. On vous dit, on vous a vu à Kinshasa, à Bandal, en train de boire. Est-ce que vous nous confirmez réellement que le Congo est en guerre? Il dit non. Le Congo n'est pas en guerre. Parce que j'étais avec les officiels en train de boire à Bandal. Quel a été le comportement? Ça, c'est son narratif pour nous clouer. J'ai dit, c'est-à-dire notre malheur, personne n'en parle. La politique, maintenant, je nous appelle à la prise de conscience collective. Dans la communication, on anticipe. Dans la communication, il faut savoir qu'est-ce que vous communiquez. C'était l'argument fort du président Macron pour prouver aux autres qu'au Congo, il n'y avait pas la guerre. Puisqu'il a été à Bandal égale Congo en entièreté. C'est l'argument. Franchement, pour un président. C'est l'argument que le président Macron a présenté. Il n'a pas raison. Bandal, c'est une infime partie du Congo. Il a piégé nos autorités. Nos autorités. Voilà, nos autorités sont tombées sur ça. Mettons concluez. Pour chuter en termes de propositions, je crois qu'on aura toujours beaucoup à dire pour pouvoir incriminer peut-être l'attitude de nos hommes politiques, ça c'est une part de choses, mais pour arriver peut-être à leur faire comprendre le rôle qui est important pour eux, ils doivent être en mesure dans les actes qu'ils posent, que ce soit de manière publique que privée, qu'en aparté, faire ressortir cette image d'un pays en guerre et aussi mettre en place une certaine mobilisation nationale, laquelle au niveau des acteurs, au niveau des médias, que ce soit les médias traditionnels avec la télévision et les nouvelles technologies avec les réseaux sociaux, voir les influenceurs et toutes les personnes qui vont avec, comment est-ce qu'ils peuvent, ensemble avec le pouvoir public, mettre en place des stratégies, des émissions qui puissent réellement faire comprendre au collectif national que nous sommes réellement un pays en guerre. Parce que la plupart des Congolais, je me demande si c'est dû peut-être au fait que nous soyons à 2000 km du lieu de guerre, qui fait qu'à un moment donné que certains Congolais pensent que nous sommes dans une situation normale, et c'est du sommet à la base. Alors pour chuter, pour conclure, je vais carrément en appeler au pouvoir public de pouvoir elle-même d'abord, au départ, mettre en place une certaine mobilisation populaire en y associant les professionnels des médias, non seulement les médias traditionnels avec les chaînes en clair, mais aussi les médias en ligne. Merci beaucoup. On va prendre 5 minutes chacun pour... Non, d'abord, monsieur Irimassimbo, 2 minutes aussi, s'il vous plaît, sur... vous suggérez quoi concrètement aux autorités? Là, vous me sanctionnez, vous pouvez réellement que je suis venu en retard, donc je dois prendre moins de temps par rapport aux autres. Tout le monde a plus de 2 minutes. En fait, voilà, donc en tant qu'anthropologue, vous savez, dans l'anthropologie de la communication, on joue entre le langage, la culture et la société. D'accord? Je ne cesserai de le dire, je le dirai toujours. Je ne voudrais pas qu'Éric puisse me couper parce que je veux parler des ministères de la communication pour parler du gouvernement. Je ne parle pas des mouillères, je parle du ministre. D'accord? Parce que c'est lui qui a entre ses mains la communication de ces pays et l'information nécessaire. En sciences, on dit c'est lui qui a l'information, a le pouvoir. Combien coûte le pouvoir? Vous estimerez aussi combien coûte l'information. D'accord? Je pense que nécessairement, il faut mettre les moyens. Pas seulement les moyens financiers, mais aussi les moyens intellectuels et de la technicité. Nos chaînes aujourd'hui, nos chaînes à la RTNC, il faut aller visiter pour voir dans quel état ces chaînes-là se trouvent, dans quel état ces personnels-là se trouvent. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a la mise à niveau de ces personnels? Je ne pense pas. Il faudrait aller voir, interroger, visiter les médias et tout cela. Est-ce que ça donne réellement l'image de ces grands Congos que nous rêvons tous? C'est aussi la grande question que nous devons se poser. Par rapport à cela, les concepts, messieurs, Dan, s'il vous plaît, les concepts jouent un rôle important en droit international et en relations internationales. Nous devons savoir qui est notre ennemi. Ici, notre ennemi, moi, en tant qu'analyste et chercheur,
c'est Rwanda. Mais qu'est-ce que Rwanda fait en RDC? Rwanda vient agresser, envahir la RDC. D'accord? Ce sont là les rôles que joue le Rwanda. Donc, nous ne faisions pas la guerre avec RDF, M23 supplétifs terroristes. Non. Non, non, non. Le pays est agressé, le pays est envahi. Au lieu de chercher les mots IRDF, M23 supplétifs, parce que même nos officiels, s'il te plaît Eric, même nos officiels t'attendent le nom. AFC. D'accord? Des fois, AFC, RDF, M23, supplétifs terroristes. Mais qu'est-ce que nous voulons communiquer? Parce que les mots sont des concepts qui jouent qui ont une influence très importante par rapport à la compréhension et au comportement à adopter. Vous avez raison. D'accord? Vis-à-vis de votre interlocuteur, quand vous parlez, même dans les grands salons diplomatiques, la nomination compte beaucoup. Vous pouvez dire RDF terroriste et tout ça, mais en retour, vous dites, ben, quand vous parlez de RDF M23, comment est-ce que vous disséquez? Vous comprenez M23 RDF. Comment est-ce que vous les comprenez? C'est qu'il y a un problème les Congolais, et il y a un problème congolais-congolo, et il y a un problème congolais-rwandais. Mais ici, il ne s'agit pas de problèmes congolo-congolais, mais il s'agit de problèmes congolais et les Rwandais. Si bien. Donc, nous sommes agressés par les Rwandais. Nous ne sommes pas agressés par RDF, M23, AFC, machin, tout ça, supplétif, machin, tout ça. Ministre de la Communication, nous devons être fixés sur un seul concept à développer. Même lors des communications dans le média, les journalistes, c'est que vous reprochez, dont vous avez déjà arrêté la sanction, le ministre de la Justice, la peine de mort, qui est déjà acquise. Donc, il faudrait définir un concept. Merci bien. Que nous allons tous communiquer par rapport à ça. Très bien. La RDC est agressée et notre agressé s'appelle les Rwandais. Ça, il ne faut pas matcher les mots. Il n'y a pas les FC, il n'y a pas le M23, tout ça. Et d'ailleurs, moi, je trouve, dans cette zone de turbulence, par rapport aux accords, au processus de Luanda, au processus de la Kenya, au processus de tous les processus que vous voyez, mais il faudrait faire une remise en cause de tout ce qui a été signé avant, après, pendant, tout ça, pour répartir sur de nouvelles approches. Très bien. Parce que la communication, c'est aussi cet ordre que nous voulons imprimer, mais c'est aussi savoir se mettre dans une dynamique pour imposer réellement les traitements de vraies informations pour avoir les résultats escomptés. Bravo, bravo, bravo à nos FARDC, à Zalendo pour la reprise de Massissi. L'ennemi est en débandade. Là, il faut seulement dire bravo FARDC parce que Zalendo, ça fait congolais, donc ils sont dedans. Les Wazalendo ne sont pas les alliés des FARDC. Ouais, ce sont des Congolais. Oui, ce sont les FARDC. Dans la réserve armée de la défense. Non. Ce ne sont pas des alliés. Non, les Wazalendo, tout ça, ce sont des mots que nous jouons. Quand nous présentons alliés, Wazalendo alliés, on vous demande qui sont les alliés des FARDC. C'est ça le problème. Ce ne sont pas des alliés, c'est les FARDC. Ce sont les FARDC qui se battent. Tout acteur politique de la société civile, journaliste religieux qui relayera les activités de l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 subira désormais la rigueur de la loi. Entre parenthèses, peine de mort. Ça, c'est le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba. Ah, c'est plutôt M. Rekizami. Comment trouvez-vous cette publication de M. Constant? C'est une interpellation. Moi, je pense ça dans le cadre de l'interpellation. Nous sommes, nous, un pays agressé. Je rappelle encore que le monde entier a décidé de nous laisser vraiment de côté. On se bat seul. Et puisque nous n'avons pas d'autres personnes pour nous venir en appui, nous n'avons que notre propre conscience à aiguiser pour espérer peut-être être debout. Nous sommes peut-être par terre aujourd'hui, mais demain nous pouvons aussi nous relever pour être forts et nous défendre. Cher Dan, il y a une réalité chez nous qui fait mal. Comment peut-on quitter de postes de responsabilité directement pour aller vendre le secret aux voisins méchants, tout ça pour tuer nos propres frères et sœurs? Nous sommes attaqués par plusieurs types. Nous avons plusieurs agresseurs, dont le principal est le Rwanda. Mais on a plusieurs problèmes à régler en même moment. Mais je crois qu'il faut quand même
essayer de faire peur aussi à celui qui vient agresser la République. Lui dire que, monsieur, si on vous attrape avec de preuves qui étaient véritablement que vous êtes de mèche avec X, on doit vous inquiéter pour dissuader. Qui est censé être condamné à la peine de mort? Tout est prévu par la loi. Dans ce contexte-ci, tous ceux qui relaient des informations. Je ne sais pas si c'est prévu dans le code pénal. Je crois bien que Constant Mutamba est avocat. Il passe en l'air. Je suppose qu'il a lu exactement le code pénal. Et exactement. Donc, on donnera la parole à Maître Nkonko, peut-être lui qui est juriste. Lui pourra peut-être aller beaucoup plus loin parce que c'est son secteur, il va nager comme un poisson dans l'eau. Mais je rappelle ici à notre opinion que même aux États-Unis, réputés comme superpuissance, pays de grande démocratie depuis des millénaires, mais il y a certains États qui appliquent la peine de mort. Il ne faudrait pas ici que l'on puisse faire peur aux gens que la peine de mort, quand vous en parlez, tout de suite vous êtes en faute. Je prends des illustratifs. Il y a un enfant, un garçon de 17 ans, qui a malmené une dame grosse, ici à Limité. La dame est grosse. Elle avait des bijoux, elle avait un sac, elle avait un téléphone. Le monsieur a tout pris. Madame lui dit, non, laissez-moi en paix parce que je suis grosse. Mais le petit, je l'appelle petit parce que je suis plus âgé que lui, il prend la machette, il ouvre le ventre de cette maman. Et vous voulez quelle punition pour ces garçons qui se comportent comme ça? Que la peine de mort ne vous effraie pas. Alors si ça vous effraie, non, c'est que c'est vous qui encouragez que ceux-là puissent s'adonner à pouvoir tuer, à donner la mort aux autres. Que la peine de mort ne nous effraie pas. C'est lui qui vend la mèche pour qu'on puisse tuer les Congolais impunément. Et pendant des années, 1 année, 10 ans, 20 ans, 30 ans, non, ça doit s'arrêter quelque part. Merci, on doit tuer aussi ceux-là. Oui, moi j'en conviens, mais on respectera la procédure. La police va capturer, la justice va juger, il y aura une sentence à la fin, l'autorité de la chose jugée, on verra s'il y aura plus de recours à faire. Mais si la faute commise correspond à la peine de mort, puisque c'est dans la loi, on va appliquer la loi, sans problème. Il y a cette pression des ONG internationales telles qu'Amnesty qui a écrit au gouvernement pour lui demander d'alléger un peu. Mais ils sont où quand nous... Non, Chardan, moi j'ai fait le frais, moi. Moi, ton frère, j'ai fait le frais. Le 5 novembre 2023, j'ai quitté mon journal en tel âge, je rentre à la maison. Je suis passé par devers le rond-point Willery pour déboucher au niveau de Sanef pour aller acheter un livre à mon enfant et puis rentrer à la maison. J'avais ma veste, chemise, cravate. Mais j'en ai encore là, vous pouvez voir. Ça sont des stigmates. J'ai eu la vie sauve parce que j'avais 770 $ en poche. Je leur ai dit, j'ai mon argent, prenez l'argent. Je leur ai donné l'argent, la montre, le téléphone, ils m'ont pris la veste et tout ça. Et c'est comme ça que j'ai eu la vie sauve. Je n'aurais pas eu cet argent-là qui devrait me servir à payer les Minerva de mes enfants et la maison. Mais je serais parti parce qu'ils avaient sorti les lames des rasoirs. Pas possible. Ah ben voilà, parce que ça ne vous est pas encore arrivé. Moi, j'avais vu la mort devant moi. C'est-à-dire, à celui qui tue, moi, j'en conviens qu'on applique la loi. Merci. Et si la loi prévoit la sanction de la peine de mort, j'en conviens. Merci bien, monsieur. Moi, je me comporte relativement bien, je me mets au carreau. Alors, ceux qui se comportent mal doivent quand même subir la rigueur de la loi. Mais oui, la tendance je vous parle, je suis sérieux. La tendance aujourd'hui dans le monde, c'est que la plupart des États vont vers l'abolition. Dans des pays comme le nôtre où on peut donner la mort à des gens comme ça gratuitement, non, il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui peut dissuader. Ben Samuel Nkonko, du point de vue de la loi, qui sont susceptibles de subir la peine de mort? Merci beaucoup, Dan. Les personnes susceptibles de pouvoir subir la peine de mort sont les personnes qui posent des actes positifs attentatoires à la vie humaine. Ça, c'est la premièrement. Mais il y a aussi des personnes qui se portent comme étant des coauteurs ou bien des complices à ces genres d'actes. Alors, par rapport au cas lié aux journalistes. Journalistes, religieux, société civile, toute personne qui relaiera des informations liées à l'armée rwandaise. Est-ce qu'une personne qui relaie les informations est susceptible d'être condamné? Parce qu'en soi, il faut d'abord connaître la qualification avant de pouvoir connaître la peine. De quelle infraction s'agirait-il lorsqu'une personne donne des informations? Non, une information. Si c'est pas de donner les informations. Faire l'apologie du terrorisme. Je n'ai pas encore essayé de contextualiser la question. Comment il a présenté? Il a été clair. Il a dit relayera les activités de l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. La haute trahison. Subira la... Pour le président de la République parce qu'il a géré devant les drapeaux. M23, RDF. Si nous devons parler de la question sur le plan scientifique, nous devons y enlever de l'émotion. Si nous y enlevons de l'émotion, ce n'est pas le fait de pouvoir relayer une information qui peut constituer un acte infractionnel. Lorsqu'on relaie une information,
Il reste à savoir, est-ce que cette information heurte à l'exigence légale? Est-ce qu'il s'agit d'un faux bruit? Est-ce qu'il s'agit de qu'est-ce qui a été dit? Mais lorsqu'il s'agit de relayer une information qui s'avère être vraie, en quoi est-ce que ça peut être constitutif? Même s'il s'agit d'une information de l'ennemi. Par exemple, l'ennemi communique que, voilà, je vais pulvériser la République démocratique du Congo et que vous relayez cette information. Mais là, maintenant, il s'agit d'un code d'éthique pour vous, les journalistes, par exemple. C'est à vous, les journalistes. Lorsqu'une question n'est pas poursuivable sur le plan pénal, la question peut être poursuivie sur le plan disciplinaire. Oui, sur le plan disciplinaire. Mais sur le plan pénal, je crois que la question, elle est à prendre à deux volets. Je crois qu'ici, peut-être, l'objectif poursuivi, c'est un objectif politique. Ce n'est pas sur le plan... Ça n'entre pas dans le cadre juridique. Ça n'entre pas dans le cadre juridique, c'est sur le plan politique, tout simplement, qui est celui de pouvoir dissuader les gens. Emmener tout simplement les gens à un certain patriotisme. Les emmener à pouvoir prendre conscience de la situation sécuritaire qui est la nôtre, afin d'éviter de prêter le flanc au plan de l'ennemi. Merci bien, M. Samuel Nkonko. M. Jeannot Maniera, vous êtes aussi juriste, je pense bien. Vous partagez les points de vue de M. Nkonko totalement. Oui, effectivement, je partage totalement. Effectivement, moi, mon prédécesseur vient de dire quand même quelque chose sur ce point-là. Je voulais aussi analyser ceci. Les mesures qui sont prises aujourd'hui, ce sont des mesures purement politiques. Je suis en train de constater que les présidents républiques ou le ministre de la Justice, il est en train de prendre des décisions qui sont purement politiques et populistes. Pourquoi? Lorsqu'il est en train de parler de la peine de mort, nous sommes au Congo 10 mois, 10 mois là où ils ont déjà exécuté depuis qu'il a déjà pris ces décisions. Une personne qu'ils ont déjà exécutée. Et comment on l'a déjà exécuté? Ou dans quelles conditions qu'il a été exécuté. Ce sont des mesures politiques et populistes. Ça, c'est un. Deuxièmement, cette décision est prise pour intimider, moi je pense, l'opposition et beaucoup de médias qui sont beaucoup plus, n'est-ce pas, qui sont en train de travailler. Il y a des religions dedans, non? Ça, ça dormit debout. Beaucoup plus, je suis en train de dire... L'opposition. Pourquoi l'opposition? Pourquoi? L'objectif, c'est d'intimider. Pour le pouvoir, pense que c'est l'opposition qui est en train, n'est-ce pas, de travailler avec ces médias-là. Mais sans oublier, j'interpelle ici au gouvernement, j'interpelle le gouvernement, le ministre de la Justice. Les pays ont ratifié plusieurs instruments internationaux à ce qui concerne le droit de l'homme. Aller au-delà des instruments ratifiés et lui-même, ministre, va tomber dans le piège. Nous avons ratifié la Déclaration universelle des droits de l'homme, n'est-ce pas? Nous avons ratifié également la charte de l'Union africaine sur les droits de l'homme. Et notre constitution aussi consacre et protège, n'est-ce pas, le droit de l'homme. Aller au-delà de ça, comme un ministre d'État, c'est piétiner si ces instruments internationaux que nous-mêmes, nous avons ratifiés. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Les ministres, quant à lui, je pense, il devrait d'abord, n'est-ce pas, abroger tous ces instruments-là. Nous quittions d'abord, n'est-ce pas? Et après, il prend une décision comme un État, comme un gouvernement responsable. Aller dans l'encontre, je pense, la première personne à poursuivre serait le ministre de la Justice. Parce que les crimes dans le droit de l'homme, les crimes contre l'humanité, ce sont des droits, ce sont des crimes imprescriptibles. J'aurais voulu rebondir un peu en quelques secondes tout simplement par rapport à la question liée à la peine de mort. Je voulais un peu essayer de ressortir ça du cadre des personnes qui ont été évoquées là, parce que sur ce plan-là, la question elle est politique. Mais ici, j'ai besoin de ramener cette question sur le plan sécuritaire. La peine de mort, c'est le châtiment suprême en matière de peine en République démocratique du Congo. La peine de mort en République démocratique du Congo est encore maintenue dans notre code pénal. C'est vrai qu'il y a eu à un certain moment, au début des années 2000, un moratoire qui a été adopté par notre Parlement en vue de pouvoir suspendre. Les condamnations, il y en avait, mais les exécutions étaient suspendues. Mais le dit moratoire, je crois, a été levé l'année passée ici. Alors, pourquoi est-ce que le dit moratoire a été levé? C'est compte tenu de la situation sécuritaire ou à cause du banditisme urbain. Moi, je crois que
nous devons être en mesure de pouvoir accompagner la politique criminelle de notre ministre de la Justice, tout en lui demandant aussi de pouvoir être en mesure de bien communiquer. C'est vrai que dire aux gens qu'ils seront exécutés, peut-être ça a un effet communicationnel, mais dans le fond, tous nous savons qu'il n'y aura pas d'exécution. Pourquoi? Parce que l'environnement dans lequel nous sommes sur le plan politique et international, nous ne voyons vraiment pas le Congo pouvoir s'illustrer dans ces genres d'exercices. Rapidement, avant que je donne la parole à M. Massimbo, la procédure, c'est laquelle? On condamne une personne et on fixe une date d'exécution. Lorsqu'une personne est condamnée à mort, oui, la personne va en appel et qu'en appel, la décision est confirmée. Oui. Le ministère public a l'obligation de pouvoir saisir le président en vue d'obtenir de ce dernier une grâce. C'est ça la procédure. L'obligation. Si, c'est l'obligation. Il a l'obligation. Légalement. Il a l'obligation de saisir le président de la République pour obtenir une grâce de ce dernier. Et pourquoi? Et pourquoi? Comme on l'a dit, parce que la vie est sacrée. Caput, c'est la tête. Quand on dit capital, c'est la tête, la vie est sacrée. Lorsque vous voulez ôter la vie de quelqu'un, vous devez vous rassurer que vous avez épuisé toutes les voies de recours. Le chef de l'État, c'est le dernier recours. C'est le dernier recours. C'est lui qui décide qui meurt et qui reste... Ah oui, c'est le dernier recours, c'est le chef de l'État. Lorsqu'il n'accorde pas de grâce, on exécute. Lorsqu'il accorde des grâces, on lève la mesure. Mais tout en maintenant son casier judiciaire, mais la mesure pourrait être élevée. Voilà pourquoi nous tous nous le savons ici que dans le contexte actuel, il sera difficile de procéder à cet exercice-là, de pouvoir amener les civils à la pendaison ou bien les militaires à la fusillade. Mais est-ce que faudra-t-il laisser la situation pendante? Non. Il faudra être en mesure de pouvoir régler la situation. Qu'est-ce que nous proposons comme solution? Ce que nous proposons nous comme solution personnellement, ce que je propose, c'est qu'il faudrait qu'il y ait des mesures d'encadrement. Pourquoi est-ce qu'il y a le banditisme urbain? Il y a les bandes. Par rapport à la peine de mort, oui. Vous suggérez quoi? Qu'on l'exécute? Non. Ou j'ai bien dit que le contexte actuel ne permet pas. Il ne permet pas. Il ne permet vraiment pas qu'on puisse nous livrer à ces genres d'exercices. Il n'y en aura même pas, on ne croit même pas. Mais qu'on encadre, hein? Qu'il y ait des mesures d'encadrement. Les banditismes urbains a des causes. Ces causes sont connues. Très bien. Voilà pourquoi. Oui, allez, ces causes sont connues. Les premières causes du banditisme, d'abord, c'est le fait qu'il y ait un nombre très important de jeunes désœuvrés au milieu de la société. L'oisivité de jeunes. Il faudra emmener, par exemple, plusieurs autorités au niveau de la territoire, au niveau de communes. On connaît les communes dans lesquelles il y a plus ces genres d'exactions. Qu'on soit en mesure de pouvoir, comment je vais dire, c'est pas le sensibiliser, le mot c'est quoi, être en mesure d'identifier tous les jeunes dans la commune. C'est là qu'on doit emmener aussi quand même l'autorité communale d'être en mesure de pouvoir connaître qui sont ces sujets. Lorsqu'on est en mesure de pouvoir connaître le nombre de jeunes qui sont dans une commune, les uns qui vont à l'école, on les soutient. Ceux-là qui ne vont pas à l'école, on les insère dans le service national et on pourrait être en mesure de pouvoir... on les insère dans le service national et avec ces services paramilitaires, on pourra les rééduquer et la société pourra être en épargne. Parce que appliquer la peine de mort, c'est une fuite des responsabilités aussi, il faut le savoir. Lorsqu'on applique la peine de mort, ça veut dire qu'on ne veut tout simplement pas prendre en charge certaines personnes en prison. C'est la deuxième lecture qui est faite lorsqu'on applique la peine de mort. Ça veut dire qu'on ne veut pas prendre en charge la rééducation des gens parce qu'on sait que ça va coûter des frais à la République. Alors pour mettre fin à ça, on applique la peine. Donc pour s'échapper à ça, l'État est défaillant dans ses responsabilités. Merci beaucoup. On a tous suivi le ministre d'État. Je veux dire que il faudra mettre en place le parquet financier et inclure des détourneurs des biens publics dans ce... voilà, tout à fait, la peine de mort. Ça serait une bonne chose. Rétroactif. Si on pouvait remonter, ça serait bien. On arrête tous ceux qui ont volé dans le passé et on les exécute. Alors, Monsieur Eri Massimbo, votre avis à ce sujet? La peine de mort. Vous pensez qu'on devra l'appliquer à toutes les personnes qui relayent des activités de l'armée rwandaise? Toute personne qui peut relayer les informations de ces personnes, de ce mouvement terroriste? En fait, je ne sais pas me tenir maintenant entre la peine de mort pour les Koulouna et la peine de mort pour les Koulouna en cravate. Pour les Koulouna en cravate et pour les journalistes et pour toute personne qui relaie les informations, qui met en mal la patrie. Donc, en fait, je crois certainement qu'on ne peut pas toujours démirer ou gérer les pays dans une théorie d'ententisme.
C'est-à-dire, c'est cette attitude politique qui consiste à attendre les événements pour pouvoir réagir. D'accord? S'il faudrait codifier cela, il faudrait prendre le temps quand le gouvernement a cette attitude-là de pouvoir, ces droits-là de pouvoir proposer, faire des propositions de projets de loi où les députés peuvent lever cette option-là pour pouvoir codifier cela dans notre code pénal pour poursuivre ou juger, condamner les gens à mort pour avoir relayé les informations qui mettent à mal les pays. Mais aussi, la décision prise par M. Constant Moutamba, ici je le situe dans une théorie d'extrémisme. Dans une théorie d'extrémisme, c'est-à-dire les gens qui s'illustrent dans l'attitude de ne pas pouvoir concéder, d'accord, ni de pouvoir être au milieu, mais qui sont vraiment au bout, à l'extrême. Hein, et on le voit maintenant, pourquoi M. Moutamba prend cette attitude d'un extrémiste. Et il faut voir aussi dans quel contexte politique il évolue. Hein, dans quel contexte il a été nommé comme ministre de la Justice. Et aujourd'hui, il est censé montrer de quoi il est capable, d'accord, au risque d'être indexé, d'accord, pour avoir été dans telle ou telle autre chose, ou soit de pouvoir favoriser tel ou tel autre acte. Donc, son attitude se justifie suite à son environnement politique où il évolue. Il est dans quel gouvernement? C'est un gouvernement de l'Union sacrée. Lui, il est tiré de l'opposition, une opposition républicaine. Mais bien évidemment, il se protège lui-même. Ça n'a rien à voir avec l'État congolais. Mais ça n'a rien à voir avec l'État congolais. C'est une démarche politique. Il cherche juste à se protéger. Parce que si il essaie de concéder, d'être neutre par rapport à certaines questions, ok, c'est lui qui serait indexé en tant que ministre de la Justice. Pourquoi n'avoir pas réprimandé tel ou tel autre acte? Alors, en tout état de cause, on ne peut pas gérer l'État, la patrie, dans l'émotion. Il faut mettre la raison. Je pense très sincèrement que toute personne, d'accord, qui entretienne ou qui a dont il y a la moindre suspicion d'avoir collaboré avec tel ou tel autre mouvement ou avec nos agresseurs ou appartenir au réseau des agresseurs pour la vente des informations ou la désinformation de notre peuple doit être mise en cause. Doit être mise en cause s'il faudrait être entendu par les services spécialisés, les services de renseignement, il doit être entendu jusqu'à ce qu'il soit déféré devant le parquet et que sa peine puisse être prononcée. Si ça sera la peine de mort, je crois, ça doit être appliqué. Si ce n'est pas la peine de mort aussi, à tout état de cause, il faudrait respecter la loi et faire tout dans la logique de la procédure. Mais quant aux enfants Koulouna, cher Amidan, j'ai été moi-même victime une fois, à deux reprises. Une fois à Lingwala, la deuxième fois c'était à Matete. D'accord? J'étais dépouillé de tout. Heureusement, moi, je ne discute pas. Je ne prends pas le pétard de discuter avec ces petits-là. Une fois que je le vois, tout ce qu'ils demandent, je donne. Parce que je ne peux pas... Tout. À part la vie. Vous donnez tout sans exception. Sans exception. Sauf la vie. Une fois j'ai été déshabillé, j'avais donné. Dans la veste, je donnais. Chaussures, je donnais. Pantalon, j'ai donné. C'est le gage de vie. Parce que je ne peux pas mesurer ma vie avec un pantalon que moi j'ai acheté. À cause de la vie que j'ai. Je ne peux pas mesurer ma vie à un ordinateur, à un téléphone que moi j'ai acheté parce que je suis en vie. Est-ce qu'il faut les tuer, ces enfants? Et tant que je serai en vie. Mais s'ils tuent, il faut faire quoi? Et il tue, papa. Il faut les tuer. Non, s'ils tuent, il faut faire quoi? Il faut les tuer. Il faut les tuer. Je ne peux pas accepter qu'un groupe de 10 à 20 personnes puisse terroriser toute une commune. Comme c'était le cas en Gringiri. Il y a les gens qui avaient fui les quartiers, qui avaient abandonné leur maison comme ça. À Kissé, c'était la même chose. À Kimbanseke, c'était la même chose. Il y a des gens qui avaient abandonné leur maison. Pourquoi? Parce qu'il y avait des crimes, des viols qui se commettaient chaque nuit. Les crimes économiques, détournement, vol. Et encore, il faudrait plus de sanctions. Il faudrait être encore plus sévère et intraitable envers eux. Peine de mort aussi. Tous ces gens qui détournent l'argent du trésor public. Et là, il faudrait sanctionner pas seulement à peine de mort,
mais aussi sanctionner leurs enfants et leurs progénitures à des sanctions administratives. Non. Par exemple, non, à des sanctions administratives, je parle bien. Par exemple, ils ne peuvent pas postuler pour une fonction individuelle non. La sanction est individuelle. Non, mais l'infraction qu'ils commettent, s'il vous plaît, quand ils détournent l'argent, Sous les enfants. quand ils détournent l'argent, qui sont bénéficiaires? Qui sont bénéficiaires de l'argent détourné? Mais dites-moi, ce sont leurs familles, leurs femmes, leurs enfants, leurs cousins, neveux, leurs proches parents. C'est eux qui sont bénéficiaires. Non, je veux pas voler. Alors, quand il y a sanction, vous devez aussi partager cette sanction-là. Vous devez faire partie des groupes sanctionnés. Parce que vous bénéficiez, vous tous. D'accord? De l'argent détourné. Et quand vous bénéficiez de cela, il y a des familles qui en souffrent. Très bien. Merci Il y beaucoup. a des familles qui en souffrent. Jusqu'à ce jour, les maisons préfabriquées à Kanchati n'ont jamais été livrées. D'accord. Alors, vous faites allusion à qui? Non, aux détourneurs. Aux détourneurs sont là, sont vivants. Aux détourneurs. Aux détourneurs. Ce sont des colons en cravate. Ce sont des colons en cravate. Récemment, vous avez vu dans les réseaux sociaux. Et tous les comptes qui ont été bloqués, tous les biens qui ont été saisis, soit qui est condamné à mort pour avoir détourné $100 000. Je pense que vous avez vu ça dans les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Chaque État en Chine a sa manière de réprimander sa population, ses autorités. En France, par exemple, et les Français disent les détourneurs de fonds de deniers publics sont traités de la même manière qu'on traite les cancers. Pour les Français, il faut les amputer. Vous la levez de la société. C'est une personne à isoler. Mais ici, chez nous, qu'est-ce que nous disions? C'est les frères de tel, c'est les frères de X. Il faut les protéger. Messieurs, encore plus de cortèges, cette encore plus de policiers pour les sécuriser. À toutes et à tous, merci beaucoup d'avoir honoré cette invitation. On peut pas chérir on va prendre nos détourneurs. C'est pourquoi dans d'autres provinces, ici au Congo, ici au Congo, c'est une réalité. Je pense que vous qui circulez dans des provinces, la population commence à se prendre en charge les journalistes aussi à bien faire leur travail. Devant un boulot là, vous l'amenez devant la police, il paye quelque chose. La population se dit, c'est surtout à l'intérieur. Merci beaucoup. Les temps nous est impartis. Nous les équitons à notre manière. On doit libérer le plateau, s'il vous plaît. Merci beaucoup de nous avoir suivis de par le monde, vous tous qui nous accompagnez. En tout cas, excellent week-end, excellent début du mois. Merci à vous tous de nous avoir honorés. Monsieur Eric Izami, Monsieur Eric Massimbo, Maître Samuel Koko, Monsieur Jano Manyanga. On se retrouve donc lundi avec d'autres invités. Au revoir.